Ma mère m'a laissé dans une gare pour plaisanter, ils ont ri et ont parié si je pourrais retrouver mon chemin jusqu'à la maison. Je ne suis jamais revenu. 20 ans plus tard, ils m'ont retrouvé. Ce matin, 29 appels manqués, ma mère et mon père. Je m'appelle Sophia Bennett. J'ai 32 ans. Je suis graphiste à Denver, au Colorado. Et ce matin, je me suis réveillé avec 29 appels manqués d'un numéro de l'Illinois. J'ai fixé mon téléphone si longtemps que mon café a refroidi dans ma main, car au fond de moi, avant même d'écouter un seul message vocal, je savais déjà de qui il s'agissait. Certains souvenirs ne s'estompent pas avec le temps. Ils attendent. Ils restent tranquillement dans les coins sombres de votre vie jusqu'à un matin ordinaire. Ils se lèvent et vous ramènent en arrière. Pour moi, c'était un son, un numéro, un écran clignotant. Et soudain, j'avais à nouveau 12 ans, seul dans la gare Union Station de Chicago, regardant les seules personnes censées me protéger transformer ma peur en divertissement. Ma mère m'a laissé à la gare pour rire. Ils ont ri. Ils ont même fait un pari pour savoir si je pouvais rentrer seul à la maison. Je me souviens encore de la façon dont mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé qu'ils ne reviendraient pas me chercher. De la façon dont chaque visage dans cette gare me semblait inconnu. De la façon dont toute la ville me semblait trop grande, trop bruyante, trop froide pour une petite fille avec presque pas d'argent dans sa poche. C'est le jour où tout dans ma vie s'est divisé en deux versions. La fille que j'avais été avant ce moment et la personne que je devais devenir après. Je ne suis jamais revenu. Ni cette nuit-là, ni la semaine suivante, ni jamais. J'ai bâti une vie différente, un nom différent, et un avenir si éloigné d'eux que la plupart des jours, je pouvais presque croire qu'ils n'existaient plus. Mais ce matin, ces 29 appels manqués ont prouvé quelque chose que j'avais passé 20 ans à essayer d'enfouir. Le passé ne reste pas toujours là où on le laisse. Parfois, il vient vous chercher. Et, est-ce que le temps qu'il fait chez vous est parfaitement en accord avec votre humeur actuelle? Grandir à Willow Creek, dans l'Illinois, m'a appris très tôt que les apparences étaient primordiales dans ma famille. Pour nos voisins, nous avions l'air solides et respectables. Le genre de famille américaine de classe moyenne que les gens citaient quand ils voulaient parler de travail acharné et de bonnes valeurs. Mes parents possédaient une petite mais prospère chaîne de magasins d'articles ménagers. Le genre d'endroit qui vendait des robots de cuisine, de la literie, des cafetières à prix réduit, et tous les articles ménagers aléatoires dont les gens oubliaient avoir besoin jusqu'à ce qu'ils passent devant une présentation lumineuse. Les week-ends, mon père faisait des grillades dans le jardin. Ma mère saluait les gens par-dessus la clôture, et tout le monde agissait comme si nous construisions le genre de vie que les autres familles devraient admirer. Mais à l'intérieur de la maison, l'amour était toujours lié à la performance, et la sécurité dépendait de l'ennui de ma mère, suffisamment pour qu'elle invente une autre leçon. Elle adorait les appeler des leçons. C'était son mot préféré. Si je pleurais, j'étais trop sensible. Si je demandais de l'aide, j'étais impuissante. Si j'oubliais quelque chose, j'avais besoin d'apprendre la responsabilité. Elle pouvait transformer n'importe quelle erreur normale d'enfance en une raison de m'humilier. Et mon père la soutenait toujours avec un sourire, comme si la cruauté était une sorte de sport d'équipe qu'ils appréciaient tous les deux. Quand j'avais 8 ans, j'ai demandé une paire de baskets au centre commercial parce que mes vieilles tombaient en morceaux aux orteils. Ma mère m'a dit que j'étais gâté, m'a conduite à un banc près de l'aire de restauration, et m'a dit que si je voulais vivre dans le monde réel, je pouvais commencer par m'asseoir là seule et apprendre que personne ne me devait rien. Ils m'ont laissé là pendant près de 3 heures. Je me souviens d'avoir fixé le stand de bretzel, sentant la cannelle et le beurre, essayant de ne pas pleurer parce qu'à chaque fois que je pleurais, cela semblait les divertir. Quand ils sont finalement revenus, mon père a ri et a demandé à ma mère si elle lui devait 20 $ parce qu'il avait deviné que je serais toujours assise au même endroit. Quand j'avais 10 ans, j'ai pleuré après un match de football junior parce qu'un groupe de garçons de l'école s'était moqué de moi sur le parking. Et au lieu de me réconforter, mes parents ont roulé jusqu'à l'autre bout du parking du stade, m'ont dit de sortir et m'ont laissé là après le coucher du soleil parce que, selon ma mère, les larmes rendaient les gens faibles, et la faiblesse attirait un pire traitement. Je me suis assise sur un trottoir en béton, les bras autour de mes genoux, regardant les camions partir un par un, jusqu'à ce qu'ils reviennent près d'une heure plus tard avec de la restauration rapide pour eux-mêmes et aucune excuse pour moi. Mon père a trouvé hilarant que je sois toujours là. Il a dit qu'il avait parié que j'essaierais de faire du stop pour rentrer à la maison ou de supplier des étrangers pour de l'aide. C'était le schéma. Tout devenait un test. Tout devenait une blague à mes dépens.
Tout devenait un moyen pour eux de prouver que le monde était dur, comme si j'avais besoin qu'ils le rendent encore plus dur. Le plus étrange, c'est qu'ils ne se considéraient jamais comme cruels. Ils parlaient de caractère, de courage et de me préparer à la réalité. Ils utilisaient de grands mots pour faire paraître nobles des choses laides. Si quelqu'un leur avait demandé, ils auraient dit qu'ils élevaient une fille indépendante. Mais l'indépendance n'était pas ce qu'ils construisaient. La peur l'était, l'hypervigilance l'était, le silence l'était. J'ai appris à étudier leurs humeurs avant de parler. J'ai appris à disparaître dans ma propre maison. J'ai appris que si je restais assez silencieuse, assez utile, assez invisible, je pourrais peut-être traverser une journée sans être choisie pour l'une de leurs expériences. Le seul endroit où j'avais l'impression d'exister en dehors de leurs règles était sur papier. Je dessinais constamment. Je dessinais au dos des reçus, dans les marges des devoirs scolaires, sur des blocs à croquis bon marché que j'achetais avec l'argent du babysitting. Je dessinais des chambres avec des portes verrouillées, des fenêtres de train pleines de lumière, des femmes debout sur des montagnes sans personne derrière elles. À 12 ans, je n'aurais rien pu vous expliquer de tout cela. Mais je sais maintenant que j'essayais de m'échapper de ma propre vie par le dessin. Ce qui a fait basculer la situation était une chose si insignifiante que la plupart des parents ne s'en souviendraient même pas une semaine plus tard. J'ai eu un B+ en article. Pas en maths, pas en sciences, en article. La seule matière qui me faisait me sentir vivante. J'en étais fier jusqu'à ce que je franchisse la porte d'entrée et que je voie ma mère tenant le bulletin comme s'il s'agissait d'une preuve de manquement moral. Elle a demandé comment une fille qui passait tant de temps à dessiner pouvait encore réussir à la décevoir dans la seule classe qui l'intéressait soi-disant. Mon père a dit que peut-être j'étais en train de devenir paresseuse. Ma mère a dit que peut-être j'avais commencé à penser que l'effort était suffisant. Cette nuit-là, alors que j'étais assise dans ma chambre, faisant semblant de faire mes devoirs, je les ai entendus parler dans la cuisine, leur voix basse et amusée de la manière qui me nouait toujours l'estomac. Ma mère a dit que j'avais besoin d'une leçon que je n'oublierai jamais. Mon père a dit qu'il parierait de l'argent là-dessus. Le lendemain matin, ils ont agi avec une telle gaieté que cela m'a donné la chair de poule. Ma mère a fait des crêpes. Mon père m'a même demandé si je voulais du jus d'orange. Ils m'ont dit que nous allions faire une excursion d'une journée à Chicago, juste nous trois. Et pendant une seconde stupide et désespérée, j'ai pensé que peut-être ils essayaient de remettre les choses à zéro. Peut-être qu'ils s'étaient calmés. Peut-être que la dispute à propos du bulletin était terminée. Peut-être que c'était la chose la plus proche d'une excuse que ma famille pouvait offrir. J'aurais dû savoir. Tout le trajet de Willow Creek à la ville semblait étrange d'une manière que je ne pouvais pas nommer à l'époque. Mon père gardait la radio forte et tambourinait sur le volant comme s'il était de très bonne humeur. Ma mère ne cessait de se retourner du siège passager pour me poser des questions dont elle connaissait déjà mes réponses. Pensais-je être intelligente? Les filles intelligentes étaient-elles prêtes pour le monde réel? La vie se soucierait-elle si j'avais peur? Chacune de mes réponses semblait les amuser. Chaque fois que j'essayais de rester silencieuse, ils me poussaient davantage. Au moment où la ligne d'horizon est apparue, j'ai eu cette sensation familière dans mon corps, celle qui disait que quelque chose de grave allait arriver, et que je ne serais pas autorisé à m'y préparer. Nous nous sommes garés près de la gare Union Station vers midi. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand ou d'aussi bondé de près. La gare ressemblait à une ville entière comprimée sous un même toit. Des gens avec des valises à roulettes se pressaient dans toutes les directions. Des hommes d'affaires, des familles, des touristes, des étudiants, tous se déplaçant comme s'ils appartenaient là. Je suis resté près de mes parents car je ne savais pas où me tenir. Dans le hall principal, ma mère a pointé un énorme pilier près de l'entrée et m'a dit d'attendre là pendant qu'il déplaçait la voiture et prenait le déjeuner. 15 minutes, a-t-elle dit. Peut-être 20. J'ai demandé si je pouvais les accompagner, et mon père a ri si fort que les gens se sont retournés pour regarder. Il a dit que j'avais 12 ans, pas 2. Ma mère s'est penchée et m'a dit de ne pas la mettre dans l'embarras en public, alors j'ai hoché la tête et je suis resté près du pilier pendant qu'il s'éloignait. Je me souviens d'avoir vérifié l'horloge de la gare encore et encore. 15 minutes passèrent, puis 30, puis 45. Au début, je me disais que le stationnement était difficile, ou que la file d'attente pour la nourriture était longue, ou qu'il s'était perdu. 1 heure plus tard, ma poitrine a commencé à me faire mal. 1 heure et demie plus tard, je pouvais sentir la panique monter si vite que mes mains tremblaient. J'avais $9 dans ma poche.
Pas de téléphone, pas d'adresse notée, aucune idée du fonctionnement des trains. Je ne m'étais jamais sentie aussi petite de ma vie. J'ai commencé à marcher quelques mètres du pilier, puis à revenir en courant, car il m'avait dit de ne pas bouger. Et même alors, une partie de moi était encore terrifiée de faire la mauvaise chose. La gare est devenue plus bruyante au fur et à mesure que l'après-midi avançait. Chaque annonce au haut-parleur me faisait sursauter. Chaque femme aux cheveux foncés me faisait tourner la tête. Chaque seconde s'étirait jusqu'à devenir cruelle. Puis j'ai vu la voiture à travers les fenêtres avant. Se déplaçant lentement sur la rue à l'extérieur, j'ai vu notre voiture passer en douceur. Tout mon corps a tressailli de soulagement si fort que j'ai presque ri. J'ai couru vers la vitre, agitant les deux bras, et pendant une fraction de seconde, j'ai réellement pensé qu'ils étaient revenus. Mon père conduisait. Ma mère était sur le siège passager. Tous deux me regardaient. Mon père a souri le premier. Non pas le sourire soulagé de quelqu'un qui a retrouvé un enfant perdu. Le sourire de quelqu'un qui voit une blague tomber exactement comme il l'espérait. Ma mère a baissé sa vitre et s'est penchée juste assez pour que je l'entende par-dessus le trafic. Elle a crié, « Je parie $50 que tu ne peux même pas rentrer chez toi. » Puis elle a ri. Mon père a ri avec elle. Il a levé une main du volant dans ce stupide petit pouce levé comme s'il se félicitait d'être malin. Puis la voiture a continué et a disparu dans le trafic. C'est à ce moment-là que le monde a changé de forme pour moi. C'était une chose de craindre qu'il m'oublie. C'était une chose de soupçonner qu'il me donnait une autre leçon. C'en était une autre de les voir le choisir, de les voir en profiter, de réaliser que ma peur n'était pas un effet secondaire de ce qu'il faisait. C'était le but. Je suis resté figé jusqu'à ce que quelqu'un me frôle et marmonne, « Excusez-moi ». Et le son de la voix d'une étrangère m'a ramené à mon corps. J'ai couru à l'intérieur parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai erré d'un bout à l'autre de la gare, pleurant par intermittence, m'essuyant le visage toutes les quelques minutes, car j'étais toujours embarrassé d'être vu bouleversé. Mes parents m'avaient aussi appris cela. J'ai essayé de penser à quelqu'un que je pouvais appeler, mais il n'y avait personne. J'ai essayé d'imaginer le chemin du retour, mais la maison aurait aussi bien pu être un autre pays. Je me suis assise sur un banc, puis je me suis relevé, puis j'ai marché en rond jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. À un certain moment, j'ai cessé de m'attendre à ce qu'il revienne. À un certain moment, l'attente a pris fin et l'abandon a commencé. Cette différence peut sembler minime, mais quand vous avez 12 ans, cela ressemble à tomber à travers la glace. J'ai passé près de 3 heures à Union Station après qu'il m'ait laissé là. Assez longtemps pour que la lumière extérieure commence à changer. Assez longtemps pour que les foules s'amincissent et se remplissent à nouveau. Assez longtemps pour que je cesse de penser par phrase complète et que je commence à agir par instinct seulement. Je suis resté loin des portes, car j'avais peur de sortir dans la ville et de me perdre encore plus. Je suis resté loin de la police, car mes parents m'avaient toujours dit que si je causais des problèmes, les autorités aggraveraient tout. Je suis resté loin des étrangers, car les mêmes personnes qui m'avaient abandonné avaient passé des années à m'apprendre que demander de l'aide était une faiblesse. Avec le recul, je pense que c'était l'une des parties les plus cruelles de ce qu'ils ont fait. Ils m'ont entraîné à ne faire confiance à personne, puis m'ont laissé dans un endroit où la confiance était la seule chose qui aurait pu me sauver rapidement. La personne qui m'a finalement remarqué était une employée de la gare nommée Maria. Elle avait la cinquantaine, des yeux fatigués et le genre de voix calme qui vous donnait envie de dire la vérité même quand vous aviez peur. Elle m'avait apparemment vu passer plusieurs fois devant la même rangée de sièges et de distributeurs automatiques. Elle m'a arrêté près d'un couloir menant aux bureaux administratifs et m'a demandé si j'étais perdu. J'ai immédiatement menti. J'ai dit que j'attendais mes parents. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'attendais. J'ai dit que je ne savais pas. Elle m'a demandé si j'avais mangé. C'est cette question qui m'a brisé. J'ai commencé à pleurer si fort que j'avais du mal à respirer. Toute la honte que j'avais ravalée depuis midi a éclaté en un flot laid. Je lui ai dit qu'ils m'avaient abandonné. Je lui ai dit qu'ils avaient passé devant la gare et avaient ri. Je lui ai dit que ma mère avait parié de l'argent pour savoir si je pouvais rentrer à la maison. Maria n'a pas réagi comme mes parents l'auraient fait. Elle ne m'a pas dit de me calmer, ni m'a accusé d'être dramatique. Elle s'est accroupie légèrement pour que son visage soit à mon niveau et a dit très clairement, « Tu es en sécurité en ce moment, et je vais t'aider. » La sécurité a été appelée en premier, puis la police des transports.
Un officier a pris ma déclaration pendant qu'un autre vérifiait les caméras de la gare couvrant l'entrée principale. Ils ont pu confirmer que j'étais resté là longtemps et qu'une voiture correspondant à ma description avait ralenti près du trottoir avant de repartir. Cela a eu de l'importance plus tard. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que les adultes autour de moi étaient soudain devenus très sérieux. L'un des officiers a demandé les noms de mes parents, notre adresse, le nom de notre magasin, tout ce dont je pouvais me souvenir. Un autre m'a apporté de l'eau et des crackers, car je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. Quand ils ont finalement joint mes parents par téléphone, je n'ai pu entendre que la moitié de la conversation. Mais je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de l'officier. Elle est passée d'un professionnalisme prudent à une incrédulité ouverte en environ 10 secondes. Il a demandé s'il revenait immédiatement à Chicago. Puis il est resté silencieux un long moment, a écouté et a dit « Non, madame. Laisser une enfant de 12 ans dans une grande gare n'est pas une leçon d'indépendance. C'est de l'abandon d'enfant. » Tout mon corps est devenu froid en entendant ces mots. Non pas parce qu'ils semblaient trop durs, mais parce qu'ils convenaient. En début de soirée, j'étais assise dans une petite salle d'entretien avec une assistante sociale, pendant qu'un rapport était en cours de préparation. Elle a expliqué que, comme mes parents refusaient de revenir tout de suite et insistaient toujours sur le fait que c'était une décision parentale, je ne pouvais pas simplement être renvoyé chez moi, même s'ils changeaient d'avis plus tard. Il y aurait un placement d'urgence jusqu'à ce que le tribunal des affaires familiales examine l'affaire. Je ne comprenais pas la plupart du langage juridique, mais je comprenais l'expression de son visage. Elle me croyait. Plus que cela, elle croyait que je n'avais pas été en sécurité bien avant ce jour. J'étais terrifié quand ils m'ont dit que je passerais la nuit avec une famille d'accueil. J'avais grandi avec des histoires sur ce qui arrivait aux enfants qui étaient enlevés. Mais ensuite, j'ai rencontré Mark et Laura Bennett. Il n'était pas glamour, et il ne s'efforçait pas trop de paraître parfait. Lui était photographe, avec des taches d'encre sur les doigts à force de manipuler des tirages. Elle était institutrice de maternelle, sentant légèrement la lotion et le papier de classe. Leur maison était chaleureuse et encombrée, d'une manière qui donnait l'impression d'être habitée plutôt que chaotique. Il y avait une lampe allumée dans l'entrée, des photos de famille encadrées au mur, et un panier pour chien dans un coin, même si le chien lui-même dormait quelque part à l'arrière. Laura m'a demandé si je voulais des spaghettis ou de la soupe. Mark m'a demandé si je préférais la lumière du couloir allumée ou éteinte quand j'allais me coucher. Personne n'a crié quand j'ai dit que je ne savais pas. Personne ne s'est moqué de moi parce que j'avais pleuré à table après avoir pris 2 bouchées et réalisé que j'étais trop épuisé pour faire semblant d'aller bien. Cette première nuit dans leur chambre d'amis, j'ai à peine dormi. Chaque portière de voiture à l'extérieur me faisait tressaillir. Chaque craquement dans le couloir me faisait me redresser. Mais même à travers toute cette peur, une pensée ne cessait de tourner dans mon esprit. Une étrangère à une gare m'avait montré plus de gentillesse en 5 minutes que ma propre mère ne m'en avait montré en des années. Je n'avais pas encore les mots pour cela. Je savais seulement que le monde avait soudainement une apparence différente. Et une fois que vous voyez que d'autres personnes sont capables de vous protéger, il devient impossible de continuer à appeler la cruauté normale. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je suis passé de la maison Bennett à des réunions avec des travailleurs sociaux, puis à des évaluations thérapeutiques, puis à un bâtiment du tribunal des affaires familiales en ville où les adultes parlaient d'une voix prudente de mon avenir. Comme s'il était à la fois fragile et d'une importance urgente. Mes parents sont arrivés avec un avocat et la même attitude qu'ils avaient toujours eue à la maison. Calme, offensé, légèrement amusé que quiconque prenne cela si au sérieux. Ma mère portait un blazer bleu marine et des boucles d'oreilles en perles comme si une apparence respectable pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Mon père ne cessait de se pencher en arrière sur sa chaise, les bras croisés, comme si tout cela était un inconvénient qu'il finirait par surmonter. Ils n'ont pas nié m'avoir laissé à Union Station. C'était la partie incroyable. Ils l'ont admis. Ils ont juste insisté que cela avait été contrôlé, éducatif, nécessaire. Ma mère a même dit qu'ils essayaient de développer la résilience. Mon père a dit que les enfants de ce pays étaient devenus trop mous et que quelqu'un devait leur apprendre comment le monde réel fonctionnait. J'étais assise en face d'eux, écoutant cela et j'ai réalisé quelque chose qui m'a changé presque autant que la gare elle-même. Ils n'allaient jamais devenir le genre de parents qui comprenaient ce qu'ils avaient fait. S'ils avaient été capables de ce genre d'honnêteté, ils auraient fait demi-tour avant même d'atteindre l'autoroute.
Le rapport du thérapeute nommé par le tribunal décrivait un schéma d'abus émotionnel, d'humiliation, de négligence et de mise en danger croissante. Ces mots n'étaient pas les miens, mais les entendre à voix haute, c'était comme l'oxygène entrant dans une pièce verrouillée. Pendant des années, j'avais pensé que mon enfance était en quelque sorte de ma faute, parce que c'était plus facile que de croire que les personnes responsables de moi choisissaient délibérément de faire du mal. Le rapport l'a clairement indiqué. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un style parental strict. C'était de l'abus déguisé en langage de classe moyenne. Quand le juge m'a finalement demandé si je voulais retourner à la maison pendant que le tribunal surveillait la famille, j'ai dit non, si rapidement que la réponse a semblé me choquer moi-même. Ma mère m'a regardé comme si je l'avais giflé. Mon père a marmonné quelque chose sous sa respiration à propos de l'ingratitude. Le juge n'a pas bronché. La phase suivante était censée être un chemin vers la réunification, des cours de parentalité, une thérapie familiale, des visites supervisées, des révisions régulières, un long processus conçu pour donner à mes parents une chance de prouver qu'ils pouvaient changer. Sur le papier, cela semblait juste. En réalité, mes parents l'ont traité comme une insulte publique. Ils détestaient l'idée d'être évalués. Ils détestaient l'idée de la surveillance. Ils détestaient que les enseignants, les thérapeutes et les officiers de justice aient désormais accès au visage privé de la famille qu'ils avaient passé des années à polir pour tout le monde. Mon père s'est davantage plaint des dommages à la réputation du magasin que de la perte de ma garde. Ma mère ne cessait de dire qu'elle ne laisserait pas l'État lui dire comment élever son propre enfant. Et puis, au moment le plus important de toute l'affaire, on leur a donné un choix. Ils pouvaient s'engager dans un programme de réunification de 2 ans et faire tout ce que le tribunal exigeait. Ou ils pouvaient renoncer volontairement à leurs droits parentaux. Ils ont choisi de renoncer. Juste comme ça. Ma poitrine ne s'est pas brisée dans la salle d'audience comme vous pourriez l'imaginer. Elle est restée étrangement immobile. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez bonne pour qu'ils ne se retournent pas contre moi. Et à la fin, ils m'ont abandonné plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. C'est cette vérité qui m'est restée le plus longtemps. Ils ne m'ont pas perdu parce que le système me l'a volé. Ils m'ont livré pour protéger leur fierté. Après cela, les choses ont évolué plus vite. Les Bennett étaient déjà des parents d'accueil agréés, et au cours des mois suivants, ils sont devenus quelque chose de tout à fait autre. Marc a commencé à me mettre de côté d'anciens magazines de photographie et des livres d'art, car il avait remarqué à quel point je dessinais souvent. Laura frappait avant d'entrer dans ma chambre, ce qui semble si insignifiant jusqu'à ce que vous grandissiez dans une maison où l'intimité n'existe pas. Ils ont appris quels aliments me rendaient anxieuse à cause d'anciennes punitions liées au dîner. Ils ont cessé de me demander de regarder dans les yeux quand j'étais bouleversé. Ils n'exigeaient ni amour, ni gratitude, ni confiance instantanée. Ils sont juste restés. La stabilité peut sembler presque surnaturelle pour un enfant qui ne l'a jamais eue. L'adoption a été finalisée après que suffisamment de temps se soit écoulé pour que tout le monde puisse prétendre que le processus était ordonné. Mais émotionnellement, cela s'était déjà produit bien avant que le juge ne signe les derniers papiers. Quand on m'a demandé si je voulais changer de nom, je n'ai pas hésité. Jennifer Caldwell appartenait à une fille qui se tenait dans une gare avec $9 dans sa poche et aucune idée si elle serait vivante ou morte pour sa propre famille à la fin de la journée. Sophia Bennett appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un avec sa propre chambre, un bureau avec des fournitures de dessin, une famille qui ne riait pas quand elle avait peur. Je me souviens encore de la première nuit après que l'adoption a été officialisée. Laura a mis des draps propres sur mon lit comme elle le faisait toujours le dimanche. Marc a laissé un nouveau carnet de croquis sur mon bureau, et personne n'a fait de discours sur la chance que je devrais ressentir. Ils ont agi comme si j'avais toujours été la leur. Cette certitude tranquille a guéri plus en moi que n'importe quel moment dramatique n'aurait pu le faire. Cela m'a appris que le véritable amour ne vous met pas à l'épreuve pour prouver que vous le méritez. Le véritable amour vous fait de la place avant que vous ne sachiez comment vous y détendre. La guérison n'est pas arrivée d'un seul coup, et elle n'a certainement pas suivi une ligne droite. Les gens aiment les histoires où un acte de sauvetage arrange tout, où l'enfant abîmé s'épanouit instantanément au moment où elle est placée dans un meilleur foyer. Ma vie n'a pas été comme ça. Pendant des années, mon corps réagissait encore à la gentillesse comme si elle pouvait être un piège. Si Laura me disait qu'elle serait de retour dans 15 minutes après être allée au magasin, je devais lutter contre l'envie de regarder par la fenêtre jusqu'à ce que sa voiture revienne.
Si Marc était en retard pour venir me chercher après un événement scolaire à cause des embouteillages. Je sentais la panique monter si vite que mes mains devenaient engourdies. Je détestais attendre dans les lieux publics. Je détestais qu'on me dise de rester immobile. Je détestais l'expression « je reviens tout de suite ». La thérapie a aidé, mais c'était un travail lent. Le genre qui vous oblige à dire des vérités laide à voix haute jusqu'à ce que votre système nerveux commence lentement à croire ce que votre esprit veut savoir. J'ai appris les mots traumatisme, abus émotionnel et hypervigilance. J'ai appris qu'être blessé encore et encore ne vous rend pas plus fort comme le prétendent les personnes cruelles. Cela vous fait vous adapter au danger. Cela vous rend brillante en survie et terrible au repos. À travers tout cela, les Bennett ne m'ont jamais pressé. Ils venaient aux événements scolaires, m'aidaient avec mes devoirs, se souvenaient des sujets qui me déclenchaient, et me laissaient fermer la porte de ma chambre quand j'avais besoin d'espace. Ils n'ont pas essayé d'effacer ce qui s'était passé. Ils m'ont aidé à construire une vie qui n'était plus la seule chose à me définir. L'art est devenu plus qu'une évasion. Il est devenu une structure, un langage, la preuve que je pouvais faire quelque chose de beau sans la permission de personne. Je m'y suis consacré pendant le lycée, puis pour les candidatures universitaires, puis pour chaque examen de portfolio et chaque séance de studio nocturne après avoir été accepté à l'Art Institute of Chicago. Revenir vers la ville qui m'avait jadis effrayé n'était pas symbolique au début. C'était pratique. L'école me convenait. Le programme était solide, mais quelque part pendant ces années, j'ai réalisé que je récupérais quelque chose. La même ville où j'avais été abandonnée est devenue le lieu où je me suis construite. J'ai étudié le design graphique, travaillé à temps partiel, suivi une thérapie et appris à exister parmi des gens qui ne me demandaient pas de me rabaisser. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un emploi à Denver dans une agence de branding spécialisée dans l'identité des petites entreprises. Et pour la première fois de ma vie, je vivais assez loin de l'Illinois pour que la géographie elle-même me soit favorable. Denver m'a donné de l'espace. De nouvelles rues, de nouvelles habitudes, un nouveau temps, un air suffisamment sec pour me vider la tête. Finalement, j'ai commencé à prendre des clients en freelance, puis j'ai ouvert mon propre studio. J'ai acquis une réputation pour une narration visuelle claire. Le genre de travail qui aidait les gens à exprimer clairement qui ils étaient et ce qu'ils défendaient. Parfois, l'ironie de cela était presque amusante. Toute ma carrière a été forgée par le fait que j'avais passé mon enfance piégé dans les mensonges de quelqu'un d'autre. J'ai rencontré Alex par l'intermédiaire d'un ami lors d'une pendaison de crémaillère. C'était un ingénieur logiciel, patient d'une manière qui ne semblait pas performative et très difficile à déconcerter. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai dit que j'avais une histoire familiale compliquée. Lors du 5e, je lui en ai dit un peu plus. Des mois plus tard, quand je lui ai finalement parlé de l'Union Station, il n'a pas interrompu, n'a pas réagi de manière excessive, ne m'a pas offert une phrase paresseuse sur le fait que tout arrive pour une raison. Il a juste tendu la main sur la table, a pris ma main et a dit « Cela n'aurait jamais dû t'arriver ». La simplicité de cette phrase a failli me défaire. Nous avons construit notre vie de la même manière que j'avais reconstruite moi-même. Lentement, délibérément, avec de la place pour l'honnêteté. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, Marc m'a conduite jusqu'à l'hôtel et Laura a ajusté le dos de ma robe, essayant de ne pas pleurer. Nous avons adopté un chien de refuge nommé Max, un bâtard avec une oreille déchirée et l'âme prudente de quelque chose qui avait aussi été abandonné trop tôt. J'ai bloqué tous les comptes que mes parents biologiques ont jamais essayé d'utiliser pour me contacter. Facebook, Instagram, vieilles adresses e-mail. J'ai même changé mon numéro de téléphone une fois après qu'un message vocal de vacances d'une ligne de l'Illinois m'ait fait trembler pendant 1 heure. Je ne parlais d'eux que si j'y étais obligé. Je n'ai pas visité Willow Creek. Je n'ai pas utilisé mon ancien nom. La plupart du temps, je pouvais passer des semaines entières sans penser du tout à Jennifer Caldwell. C'était la vie que j'avais bâtie au moment où les appels manqués sont arrivés. Un bon mariage, un studio avec des clients fidèles, des promenades matinales avec Max, des dîners entre amis, des appels du dimanche avec Marc et Laura. Une vie si tranquille et entière que parfois je me demandais si la paix semblait toujours aussi étrange aux gens qui n'avaient pas grandi en se battant pour elle. Puis mon téléphone s'est illuminé avec 29 appels manqués de l'Illinois et le sol sous cette paix s'est déplacé. Il y avait un message vocal. Puis un email d'une adresse que je ne connaissais pas. Puis une demande de message sur LinkedIn, la seule plateforme que j'avais gardée publique à cause du travail.
C'est ce détail qui m'a fait comprendre que cela avait demandé des efforts. Quelqu'un avait cherché. Quelqu'un avait enfin rattaché Sophia Bennett à la fille dont il s'était moqué à travers une vitre de voiture. J'étais assise sur le comptoir de ma cuisine, le téléphone à la main, tandis que Max se pressait contre ma jambe et qu'Alex me regardait pâlir. J'avais passé 20 ans à m'assurer que le passé restait enfoui. Quoi qu'il se passe maintenant, il l'avait déterré à 2 mains. Le message vocal n'était pas de ma mère. C'était de ma sœur cadette, Anna. Je n'avais pas entendu sa voix depuis qu'elle était une petite fille me suivant dans le couloir en chaussettes dépareillées, trop jeune pour comprendre pourquoi l'air dans notre maison était toujours tendu. Sa voix sonnait plus âgée, plus rauque, comme les voix quand la vie les a durement pressés. Elle a dit que notre mère avait un cancer avancé. Elle a dit que notre père avait eu un AVC léger 6 mois plus tôt. Elle a dit que les magasins étaient partis, pas en difficulté, partis. Un par un, fermés ou vendus à perte après que l'histoire familiale que je pensais enfouie dans les registres du tribunal refasse surface de la pire façon possible pour eux. Un parent avait posté l'incident de la gare dans un groupe Facebook local après que ma mère, dans un acte d'hypocrisie stupéfiant, ait laissé un commentaire sur le poste parental de quelqu'un d'autre sur le fait que les enfants d'aujourd'hui avaient besoin d'une discipline plus forte. Ce seul commentaire a ouvert la porte. Les vieux voisins ont commencé à parler. Une greffière du tribunal à la retraite, qui aurait probablement dû se mêler de ses affaires, mais ne l'a pas fait, a laissé entendre que les rumeurs étaient vraies. Quelqu'un a trouvé un vieil article de journal sur une affaire de garde liée à une enquête sur l'abandon de mineurs. Puis un ancien employé de l'un des magasins a raconté ce que mes parents étaient en coulisses. L'image qu'ils avaient passé des décennies à cultiver s'est effondrée en public, rapidement et de manière laide. Les clients ont cessé de venir. Les gens se rendaient dans les plus grandes chaînes de magasins de la ville voisine plutôt que de leur donner $1 de plus. Les amis de l'église sont devenus silencieux. Les groupes civiques ont cessé d'appeler. Willow Creek, qui les avait jadis protégés avec des commérages et de la politesse, s'est retourné contre eux avec les mêmes outils. Anna a dit qu'ils vivaient maintenant dans un appartement subventionné en dehors de la ville. Pas de maison, pas de magasin, pas de statut, pas de version de l'ancienne famille pour se cacher. Puis elle a prononcé la phrase qui m'a dit exactement pourquoi il y avait eu 29 appels manqués au lieu d'un message respectueux. Ils voulaient que je revienne. Non pas parce qu'ils étaient soudainement devenus des personnes différentes. Non pas parce que le temps les avait rendus assez courageux pour affronter la vérité. Mais parce qu'ils étaient à court d'options et terrifiés de mourir seuls. J'ai demandé à Anna pourquoi elle appelait si elle savait que j'avais toutes les raisons de ne pas répondre. Il y eut une longue pause, puis elle dit, « Parce que je voulais que tu l'entendes de quelqu'un qui ne te ment pas. » Elle m'a dit qu'elle aussi avait coupé les ponts, non pas des années auparavant, mais récemment, après être devenue mère elle-même et avoir finalement demandé des copies des documents du tribunal pour comprendre ce qui s'était réellement passé quand j'avais disparu de la famille. Nos parents lui avaient raconté pendant des années une version édulcorée, que j'avais surréagi, que l'État avait outrepassé ses droits, que j'avais été manipulé par des parents nourriciers qui voulaient une fille. Anna a dit que lire ces dossiers, c'était comme se faire percuter par un camion. Elle a regardé son petit garçon après cela et a réalisé qu'elle ne pourrait plus jamais laisser de telles personnes l'approcher. Entendre cela aurait dû me faire sentir triomphante. Au lieu de cela, cela m'a rendu fatigué, à un endroit plus profond que la colère. Elle a demandé si je viendrais. J'ai dit que j'y penserais. Alex m'a dit que je ne leur devais rien. Laura m'a dit que quoi que je choisisse, cela devait être pour ma paix, pas pour leur confort. Marc a dit très doucement que certaines personnes ne cherchent le pont qu'après avoir brûlé la maison. Je suis resté avec ça toute la nuit. Au matin, je savais une chose clairement. Je n'allais pas y retourner pour les sauver. J'allais y retourner pour y mettre fin, de ma propre voix. J'ai pris l'avion pour Chicago 2 jours plus tard et j'ai fait le reste du trajet jusqu'à l'hôpital où ma mère recevait un traitement. La chambre sentait le désinfectant et la peur rance. Mon père semblait plus vieux que je ne l'avais imaginé, plus petit aussi, comme si la maladie et la disgrâce l'avaient finalement dépouillé jusqu'à l'homme ordinaire sous la performance. Ma mère avait toujours ce visage instinctivement arrangé, même à moitié malade. Comme si la dignité était quelque chose qu'elle pouvait appliquer comme du rouge à lèvres. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis ma mère commença à pleurer avant même que je me sois assise. Pas un pleur silencieux non plus. Le genre conçu pour attirer l'attention. Elle a dit mon nom, mon ancien nom. Je l'ai corrigé une fois et une seule fois.
Sophia. Elle a hoché la tête, s'épongeant le visage. Et mon père a dit qu'ils avaient fait des erreurs. Des erreurs? Le même mot lâche que les gens utilisent quand la vérité est trop laide pour être prononcée à voix haute. Je leur ai dit non. Une erreur, c'est de manquer une sortie. Une erreur, c'est d'oublier du lait au magasin. Ce qu'ils ont fait était délibéré. Ils ont laissé une fille de 12 ans dans une gare d'une ville qu'elle ne connaissait pas, on rit pendant qu'elle paniquait, puis ont passé 20 ans à mentir à ce sujet pour se protéger. Mon père a commencé à parler, probablement pour s'expliquer, mais je n'avais pas fait tout ce chemin pour écouter une autre défense enrobée de mots plus doux. Je leur ai dit qu'ils avaient transformé ma peur en un jeu. Et la raison pour laquelle ils étaient assis là maintenant, sans entreprise, sans respect, et sans aucune de leurs filles à leur côté, c'est parce que les jeux se terminent. Les gens découvrent. Les enfants grandissent. La vérité finit par éclater, même dans les petites villes qui pensent que le silence peut tout enterrer. Ma mère a demandé si je pouvais leur pardonner. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une dette que je devais à des gens qui ne sont venus me chercher que lorsque leur vie s'est effondrée. J'ai prononcé la phrase que j'avais portée sous une forme ou une autre depuis mes 12 ans. Vous avez parié si je pouvais rentrer chez moi. Je l'ai fait. Je ne suis juste pas revenu chez vous. Ils ont pleuré tous les deux alors, mais pour une fois, leurs larmes ne m'ont pas ému. Je n'étais pas cruel. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas insultés. C'est ce qui m'a le plus surprise. La vengeance, quand elle est enfin venue, n'a pas semblé bruyante. Elle était froide, claire, exacte. Je leur ai dit que je ne paierais pas les factures, ne gérerais pas les soins, ni ne rétablirais le contact. Je leur ai dit qu'Anna avait tout à fait le droit de protéger son propre enfant d'eux. Je leur ai dit que ma famille était au Colorado et dans l'Illinois, avec les personnes qui avaient réellement gagné ce mot. Puis je me suis levé. Mon père a demandé si c'était vraiment un adieu. Je l'ai regardé et j'ai dit que c'était un adieu depuis 20 ans. Vous n'êtes que les dernières personnes à le comprendre. Je suis sorti après 20 minutes et je n'ai pas regardé en arrière. Sur le parking, l'air était mince et lumineux. Je suis resté là, les mains tremblantes, non par regret, mais par l'étrange libération qui vient quand quelque chose qui vous prend enfin une forme que vous pouvez laisser derrière vous. Pendant le vol de retour, j'ai pensé à la petite fille de l'Union Station, celle qui avait cru que l'abandon signifiait être indésirable pour toujours. Elle s'était trompée. Elle était indésirable par deux personnes brisées qui confondaient la cruauté avec la force, mais elle n'était pas indigne d'amour. Il y a une différence, et l'apprendre m'a sauvé la vie. S'il y a une leçon à tirer de ce qui m'est arrivé, c'est celle-ci. L'abus ne devient pas une discipline simplement parce qu'un parent utilise des mots plus propres pour le décrire. L'humiliation ne construit pas le caractère. La peur ne rend pas les enfants plus forts. Elle ne fait que les vieillir avant l'heure. Et s'éloigner des personnes qui vous blessent, même si elles partagent votre sang, n'est pas de l'amertume. Parfois, c'est la chose la plus saine que vous ferez jamais. Je n'ai pas quitté cet hôpital en me sentant coupable. Je suis parti en me sentant éduqué par ma propre survie. La famille dans laquelle vous naissez peut façonner vos blessures, mais elle ne définit pas votre avenir. Le véritable amour ne rit pas quand vous avez peur. La vraie famille ne teste pas si vous pouvez survivre sans elle. La vraie guérison commence au moment où vous arrêtez d'appeler la cruauté une leçon, et commencez à l'appeler ce qu'elle était. Et une fois que vous faites cela, vous pouvez construire une vie si honnête, si stable et si pleine de paix que même les personnes qui vous ont brisé ne peuvent pas vous la reprendre.